À tous. Donc, on entame notre séance de l'après-midi, la deuxième séance, avec pour thème art, humour et psychisme. D'abord, Fadel Jaibi s'excuse, donc il ne pourra pas être des nôtres ce soir en raison d'un pépin de santé, donc voilà, il ne sera pas avec nous. Et donc on passe tout de suite avec M. Étienne Poirez, avec une communication qui s'intitule « Une théorie du gag à la recherche d'un humour de cinéma ». Voilà. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous me voyez bien? Oui. Oui. Très bien. Bonjour, merci pour l'invitation. Alors, et oui, effectivement, moi je vais me tourner vers le cinéma et je vais aborder la question du gag. Alors, pour cette communication sur l'humour, qui est un thème si vaste et insaisissable, justement, j'ai préféré déjà m'orienter vers le comique. Alors, au cinéma, ce terme évoque les formes et les effets ayant vocation à provoquer le rire chez le spectateur. Et nous entrons alors sur le territoire de la comédie, une catégorie esthétique transversale qui touche à tous les genres et offre d'innombrables déclinaisons. Donc pour sortir de cette impasse, je vais me focaliser plus particulièrement sur le gag, une notion assez discrète dans les études cinématographiques, alors que je crois elle détient un potentiel certain pour appréhender le fonctionnement de l'humour à partir de la matière filmique. Une recherche sur cette notion nous entraîne très rapidement vers un type de cinéma en particulier, c'est le burlesque. Très populaire aux États-Unis entre les années 10 et les années 40, avec ses représentants emblématiques, Charlie Chaplin, Buster Keaton ou encore les Marx Brothers. L'origine du terme gag est assez difficile à localiser. Toutefois, on peut affirmer que le gag se démocratise à partir de cette époque et de ce courant. Pour le poète et essayiste Peter Krall, il s'agit même, selon ses dires, de l'unité de base du langage burlesque. Si on localise des traces du gag ailleurs, comme dans les arts graphiques, la bande dessinée par exemple, sa forme cinématographique est en général, la plus répandue dans les dictionnaires et les encyclopédies. Le sens commun justement les définitions que l'on trouve dans les dictionnaires et les encyclopédies nous expliquent que le gag est en général une donnée visuelle à visée humoristique qui s'articule au corps de l'acteur avant tout et à ses performances physiques dans l'espace. Selon Emmanuel Dreux, un spécialiste justement du burlesque, le gag burlesque aménage toujours ce décalage, ce défaut de convenance entre les éléments d'un ensemble. Il fonctionne sur le mode de la dissonance, il cultive l'inadaptation de la situation, de l'action, du langage. Alors là, c'était ses propos. En d'autres termes, ces dérangements abritent une énergie comique car ils déroutent nos attentes. Toutefois, il s'agit là d'une approche du gag sous l'angle du burlesque et nous faisons l'hypothèse qu'il en existe d'autres expressions obéissant au même mécanisme sans avoir les mêmes formulations et significations. Le nombre restreint d'études sur le gag mentionne l'importance du caractère visuel de ces manifestations, toujours, mais s'interroge discrètement sur son utilisation de la mise en scène pour nous faire rire. Il me semble donc intéressant de problématiser une exploration du gag en tant qu'effet comique qui s'actualise à partir des composantes expressives de l'image cinématographique. Si les acteurs ont bien évidemment leur rôle à jouer dans la fabrication d'un gag, un mouvement de caméra ou un choix de montage peuvent aussi avoir leur importance. Dès lors, d'autres formes sont à envisager, et ce, à l'extérieur du burlesque. Enfin, saisir la puissance du gag doit permettre de rompre avec la simple observation des registres comiques d'une scène. Par exemple, voilà une scène d'humour noir, voilà une scène de comique de mœurs, etc. Pour structurer ma démarche, je vais d'abord revenir sur l'héritage burlesque de la notion, sa définition la plus courante et ses mécanismes intimes. Ensuite, je vais tenter de formuler une extension de la notion de gag au contact d'une réflexion d'ordre esthétique sur le cinéma pour mettre en lumière sa potentielle utilisation de toutes les matières de l'image. Et enfin, j'aborderai la question de sa force critique
qui, selon les dires du chercheur Sylvain Dupasquier, porte atteinte et donc révèle la logique du récit filmique lui-même. Pour commencer, je vais d'abord du coup revenir sur l'héritage burlesque. L'origine du gag, très bien documentée par le critique de cinéma Jean-Pierre Coursaudon, relève d'une évolution de la réception des premières formes de comédie dans les années 1900-1910. Durant cette période, les expressions faciales grotesques, les maquillages outranciers ou encore les maladresses du quotidien ne suffisent plus à faire rire les spectateurs. Et pour lutter contre cette accoutumance à un langage primitif de la comédie cinématographique, et répondre à de nouvelles exigences, les artistes vont travailler sur l'anticipation des spectateurs, cherchant à contourner leurs habitudes. Ils vont construire leurs effets comiques dans le temps et réfléchir à l'enchaînement des étapes pour décontenancer la salle. C'est la naissance du gag. Pour le définir, Jean-Pierre Coursaudon insiste sur l'une de ses articulations essentielles, à savoir, et je le cite, « créer une surprise en trompant une attente ». C'est le principe de l'incongruité, notion centrale dans l'étude de l'humour. Pour en cerner la signification au cinéma, le gag doit être considéré comme une expression comique réfléchie, puisqu'il s'agit de créer une situation initiale avec des attentes spécifiques, pour ensuite mieux les détruire et faire émerger une autre résolution. Celle-ci doit être plus ou moins éloignée de ce qui était attendu à l'origine, tout en maintenant une certaine cohérence par rapport aux diverses logiques de la situation mise en scène. Et l'incongruité réside dans ce choc entre, d'un côté, l'anticipation du spectateur et de l'autre, le résultat final, avec une perspective déconcertante, mais encore plausible. Si le fonctionnement du gag semble faire l'unanimité chez la plupart des auteurs qui l'abordent, sa place dans le film est quant à elle sujette à débat. Pour le critique de cinéma François Mars, nous avons affaire, et je le cite, à un phénomène extérieur à l'action. Ce dernier aborde les relations houleuses qu'entretiennent le gag et le récit, car leur fonctionnement est finalement assez similaire. En effet, il s'agit d'une forme d'énonciation, extrêmement condensée certes, mais qui en réunit tout de même les structures élémentaires, avec la mise en place de l'effet, son développement et sa conclusion. En somme, le gag est une microstructure narrative enchâssée dans le récit. Pour François Mars, toujours, cette figure comique est même un appel à ce qu'il nomme le corset du scénario, à rejeter le corset du scénario. Et avec cette expression, il évoque un dépassement de la narration, celle-ci n'étant finalement qu'un véhicule pour favoriser le déploiement du gag. C'est une proposition assez radicale, courante dans les recherches anglo-saxonnes, notamment sur le burlesque, et qui soulève plusieurs choses. D'abord, il y a une perception conflictuelle des relations entre ces deux structures. Dans les travaux académiques sur le burlesque, les récits sont perçus comme étant des supports pour introduire l'univers et ses logiques, et ensuite les gags se déclenchent pour les affecter et mettre en lumière leur fonctionnement. Pour le chercheur Sylvain Dupasquier, le gag est une forme qui perturbe le discours filmique et en révèle les contingences. Son apparition à l'écran définit, comme il l'explique, la norme et l'écart dans un même temps. En d'autres termes, si le déroulement du récit installe au fur et à mesure les normes d'un film, eh bien le gag les met en évidence et les déstabilise. Il est donc une puissance de rupture ayant vocation à provoquer le rire. En somme, il y a une certaine indépendance vis-à-vis de l'histoire. Pourtant, à en croire Emmanuel Dreux, gag et narration peuvent aussi s'entre-appartenir au lieu de s'opposer et faire émerger du coup des significations inattendues dans le film. Ce dernier écrit justement « Le gag est ce qui perturbe par exemple un déroulement prévisible, mais aussi ce qui modifie radicalement ou non le cours des choses, fait naître de nouvelles trajectoires, organise de faux départs, découvre des lignes de fuite, opère une déstabilisation constante de ce qui est représenté, voire de la représentation elle-même. » Le gag s'appuie donc sur les conventions du genre cinématographique, sur le type de récit, sur les représentations véhiculées, etc. Il s'agit là toujours de réglages au préalable que le gag vient ensuite perturber. Les attentes spectatorielles sont alors bouleversées avec l'exploitation d'une direction qui
défie les possibles narratifs. Le gag s'appuie donc inévitablement sur le récit, d'une manière ou d'une autre. Il entre en relation avec son déroulement, avec les personnages, leurs péripéties, leurs discours, puisque c'est à partir de toutes ces données qu'il se construit et s'active, que ce soit en confrontation ou en harmonie. Même lorsque la narration n'est qu'un support pour le gag, il y a tout de même une relation entre eux. Elle doit offrir une place aux inventions comiques, les servir sans leur faire de l'ombre. Selon Emmanuel Dreux, les gags sont ce qui met la narration en mouvement. Il ne s'agit donc pas d'une forme comique radicalement autonome, au contraire. Elle peut se nourrir de tout ce qui l'entoure, comme le récit, comme les acteurs, etc. Le gag profite donc potentiellement de toutes les composantes de l'image cinématographique. Et cette intuition-là, nous la retrouvons encore chez Emmanuel Dreux lorsqu'il écrit notamment « La mise en scène, entre parenthèses, cadrage, découpage, montage, fermez la parenthèse, et l'effet de continuité temporelle du cinéma sont une source inépuisable de gags. » Alors, pour défendre son hypothèse, il évoque les films des premiers temps, des années 1900 donc, et note chez certains un appauvrissement esthétique. Ceux où des comiques, venus d'autres arts du spectacle, devaient reproduire leurs prestations face à une caméra, sans autre effort de mise en scène. L'outil était uniquement là pour les enregistrer. Et selon Emmanuel Dreux, ces artistes se soumettent dans ces bandes à un moyen d'expression qui n'est pas le leur. Leurs inventions comiques ne sont pas transposables telles quelles au cinéma. Il est nécessaire de les reconfigurer pour les adapter au langage cinématographique. Il y a donc bien une spécificité esthétique dans l'humour cinématographique. Pour résumer, si le gag est souvent appréhendé sous l'angle des performances physiques de l'acteur dans l'espace, on peut notamment penser à toutes ces scènes de course-poursuite chez Chaplin, par exemple. Donc, si nous pensons à cet angle des performances physiques, c'est à cause aussi de l'héritage burlesque, mais certains travaux reconnaissent aussi l'importance de la mise en scène pour en développer les manifestations à l'écran. Autrement dit, le gag est un événement qui se joue des conventions, il court-circuite le sens attendu et rajoute une couche de signification. Dans cette perspective, il affecte non seulement la narration, mais également les composantes expressives de l'image. Nous pouvons donc considérer le gag comme un phénomène de reconfiguration du projet esthétique d'une œuvre, car le monde auquel nous faisons face ne ressemble plus à celui qui était attendu. En déjouant les formes articulées à l'écran, le gag est un effet comique aussi de nature réflexive. Il déstabilise le discours filmique et les codes culturels qu'emprunte ce dernier au réel et avec lesquels il forge ses représentations et son atmosphère. Nous ne les côtoyons plus de la même manière lorsque le gag s'insinue à l'écran. Nous les percevons comme des normes qui n'ont rien d'immuable. Alors maintenant, pour défendre aussi ces hypothèses, j'aimerais m'appuyer sur un exemple. Je vais juste prendre le temps de partager le PowerPoint. Ah. Oui, voilà, parfait. Alors, je vais m'appuyer pour illustrer mes idées sur une comédie américaine culte outre-Atlantique, mais relativement méconnue en France. Elle se nomme Top Secret. Elle est réalisée en 1984 sous la supervision du trio David Zucker, Jim Abrahams et Jerry Zucker, également surnommés les Zaz. Pour vous donner un peu de contexte, nous suivons Nick Rivers, une star américaine de la musique, lors de son voyage en RDA, dans le but de participer à un festival culturel international, sans se douter qu'il va tomber au milieu d'un complot pour détruire l'OTAN. Son périple farfelu va notamment l'amener à prendre un train qui sera arrêté à la frontière par des militaires pour procéder à une inspection des papiers d'identité. Après une interaction, qu'on va dire, houleuse entre Nick, son manager et les militaires allemands, ils sont finalement en règle et s'apprêtent à repartir. La composition de la scène est maintenant la suivante. Alors, j'ai préféré opter pour les photos et non une vidéo pour éviter tout problème justement de diffusion. Mais j'ai essayé aussi de maximiser le nombre de photogrammes pour vous reconstituer le mouvement. Donc la scène se compose ainsi, nous sommes à l'intérieur de la cabine, Nick est assis sur la banquette à gauche et il y a face à nous une fenêtre qui donne sur le quai de la gare.
Soudain, le train semble démarrer. On voit qu'il y a du mouvement. Le décor et les personnages défilent à l'extérieur. Nous venons d'entendre en plus en hors-champ un sifflet, un coup de sifflet, donc indication sonore pour confirmer le départ. Le mouvement continue. Et soudainement, la caméra va effectuer un travelling avant et va quitter la cabine par la fenêtre. Et une fois à l'extérieur, elle pivote légèrement sur la gauche pour nous montrer que le décor de la gare était en réalité un véhicule avec ses propres roues, ce qui lui a permis cette manœuvre très inattendue. Alors, ce gag dans Top Secret repose sur un trouble de la perception qu'expérimentent tous ceux qui prennent le train. C'est l'impression de le voir avancer, alors qu'il s'agit en réalité de celui sur la voie d'à côté. Toutefois, l'inattendu découle de la transposition du phénomène au quai de la gare. De prime abord, le mouvement que nous percevons semble être celui du train de Nick, jusqu'à ce que la caméra avance dans la profondeur de champ, sorte de la cabine et nous laisse apercevoir le quai en train de s'en aller. La contradiction de nos attentes s'effectue à travers la recomposition du cadre, ce qui génère une désorientation chez les spectateurs. Les conventions du réel sont en quelque sorte détournées par l'usage des techniques et des puissances expressives de l'image cinématographique. Ainsi, le gag, comme on peut le voir avec cette séquence, se forme à l'intersection de deux plans de référence ayant chacun leur logique propre. Et la collision qui découle de leur rencontre, toujours par le biais de la mise en scène, entraîne un décalage qui désoriente nos prévisions mais reste plausible, ce qui provoque en nous un rire. Alors maintenant, à partir de ces réflexions, je vais tenter dans une dernière partie de détacher quelque peu le gag de son héritage burlesque. Dans le corpus de textes théoriques que je viens d'évoquer jusqu'ici, il y est bien souvent dépeint, je veux dire le gag, est bien souvent dépeint comme une figure qui génère le désordre et l'excès à des fins humoristiques, ce qui est tout à fait exact. Le genre burlesque étant lui-même caractérisé par le potentiel subversif qui habite ses films. Vous voyez comment toujours Charlie Chaplin déstabilise les figures d'autorité dans ses films. Donc il est très courant de percevoir le gag de la même manière. Pour Emmanuel Dreux même, je le cite, « Ces manifestations troublent irrémédiablement toute forme de certitude ». Donc le gag a une très forte puissance subversive. Toutefois, dans un article sur la bande dessinée, le chercheur Henri Garrick donne une précision supplémentaire sur la portée critique du gag. Il écrit « Soit il s'encroute dans la raideur de routine répétitive qu'il vient à peine perturber, soit il met en scène des ruptures radicales dans le train-train quotidien et recouvre une vertu critique et réflexive essentielle. » Un peu plus loin dans son article, il renchérit « Le gag conserve ainsi, derrière les risques de sclérose qui le guettent, la possibilité de se glisser dans les médias contemporains, d'en retourner et ironiser les codes, de faire voler en éclats leurs certitudes à l'aide de petites discordances. » Nous retrouvons dans les mots du chercheur la teneur subversive du gag, mais il est aussi question des contraintes qui peuvent l'affecter. Cette figure comique n'est pas automatiquement en état de rompre les conventions. Et nous faisons même l'hypothèse qu'il s'agit d'une expression humoristique capable elle-même d'être normative. La dimension réflexive du gag reste là, le film montre les normes avec lesquelles il tente de faire rire, avec lesquelles il s'amuse, mais elles ne sont pas nécessairement remises en cause. Au contraire, certains gags peuvent s'apparenter à une conservation de l'ordre social, politique ou esthétique en vigueur. Les normes sont alors seulement réaffirmées. Et alors, pour vous donner un deuxième exemple, je vais aborder un film peut-être assez étonnant dans le cadre scientifique. Il s'agit d'un film qui s'appelle L'Étuche d'Olivier Barou, réalisé en 2011. Un très gros succès en France qui a engendré plusieurs suites. Pour l'histoire, il s'agit en fait du parcours de la famille du même nom. Ils appartiennent à la classe populaire et ont des manières d'imbéciles heureux, on va dire. Rien ne semble troubler leur quotidien jusqu'au jour où ils remportent 100 millions d'euros à la loterie et décident d'aller vivre à Monaco.
Nous les suivons alors dans leur rencontre avec la bourgeoisie locale. Et les principes humoristiques du film se fondent justement sur l'utilisation des stéréotypes qu'entretiennent justement ces derniers, la classe bourgeoise, à l'encontre des classes populaires vivant en milieu rural. Ils emploient un langage familier du coup, se nourrissent exclusivement de junk food, mais ils ont un bon fond et nous rappellent que l'argent n'est pas la seule solution pour être heureux. Pour maintenant prendre un exemple, prenons la séquence de leur emménagement à Monaco dont je vais vous montrer plusieurs photogrammes. Si justement les personnages sont dépaysés, ils ont tout de même tenu à conserver quelque chose en lien avec leur ancien mode de vie. Nous avons alors une séquence où à l'écran, un plan d'ensemble, après avoir montré justement les diverses décorations de la maison, le patriarche de la famille montre qu'il a acheté justement une baraque à frites pour leur rappeler leur ancien mode de vie. Donc on a ce plan d'ensemble sur cette baraque à frites mise dans le jardin de leur maison qu'on va dire tape à l'œil pour vous montrer d'autres photogrammes ensuite. Voilà, on a un long plan qui nous permet de capturer dans l'ensemble toute la maison. Et donc, par ce gag, par ce geste, ils dénotent complètement des comportements et des emblèmes de richesse de leur entourage. Et le reste du film se compose justement de gags qui s'articulent autour de cette collision entre leur manière de vivre et celle des bourgeois qu'ils fréquentent. Donc le décalage est total, à chaque fois il constitue une série d'instants inattendus. Toutefois, et même si le film n'est pas malveillant, les gags ne remettent pas en cause les certitudes de classe pour caractériser les stéréotypes de classe pour caractériser la famille. Si on prend justement cette scène de la baraque à frites, leur mobilisation à ces stéréotypes n'est l'objet d'aucune réinterprétation. Rien ne vient nuancer les goûts alimentaires ou esthétiques contestables qui sont attribués aux classes populaires. En d'autres termes, les gags dans le film d'Olivier Barou ne tordent pas les clichés avec lesquels les classes populaires sont représentées. Ils se contentent de les révéler, de les répéter, de s'en nourrir et de les enchaîner sans perturber leur contenu idéologique, dénouant ainsi la figure comique de sa dimension subversive héritée du burlesque. Pour conclure maintenant, avec cette étude, nous avons voulu observer l'intégration de l'humour dans la logique d'un film. Il en résulte du coup la mise en lumière du gag, une forme comique originaire du burlesque américain. Et si la présence de l'acteur n'est pas indispensable, il reste nécessaire d'avoir un référent humain, comme un affect, comme on l'a vu dans la scène de Top Secret avec cet affect de désorientation, pour que le spectateur puisse éprouver l'effet comique. Même si justement, et c'est ce que j'ai aussi tenté de montrer, même si celui-ci se construit avec toutes les strates de la mise en scène. Le gag est du coup une construction spatio-temporelle capable de mettre en œuvre toutes les matières expressives de l'image cinématographique pour faire rire le spectateur. Aussi, il n'abrite pas constamment une dimension subversive, mais dispose tout de même d'une puissance de révélation des normes avec lesquelles il s'articule. Son apparition perturbe momentanément les logiques et les formes ayant cours dans le film. Et c'est ce déplacement justement qui est révélateur. Enfin, l'observation de cette construction comique focalise notre attention sur l'image et ses multiples états, ses évolutions, les attentes visuelles et discursives étant sinon déroutées, au moins révélées. Donc s'attarder sur le gag donne l'occasion d'entrer dans les ramifications de l'humour au cinéma, pour mettre en lumière les mécanismes qui le structurent, ce qui nous renseigne sur les significations qu'il porte en lui et sa manière de les incarner à l'écran. Ainsi, l'analyse des gags entraîne vers la question de la portée critique de l'humour et nous rappelle aussi le sérieux avec lequel il faut savoir envisager la comédie cinématographique. Je vous remercie. Merci Étienne donc pour votre présentation. Donc Étienne est doctorant en études cinématographiques à l'Université de Strasbourg. Et donc je vous remercie encore une fois pour votre communication très sympathique, intéressante et instructive. En tout cas, moi j'ai appris des choses.
dans la manière de fabriquer des gags au cinéma. Et ce que je retiens, c'est la manière de créer une surprise pour tromper une attente, pour déjouer un peu des conventions, des normes ou des attentes du spectateur pour créer voilà, un étonnement chez eux. Alors, je ne sais pas s'il y a... On passe à toi ou déjà... On fait une discussion. Voilà, on passe à la discussion. Donc, certains d'entre vous qui aimeraient interagir avec Étienne. Parmi les présents à distance aussi, ils peuvent interagir, bien évidemment. Nos amis de l'autre côté de l'écran. Oui. Oui. Dora. Bonjour. Merci pour votre présentation. En fait, vous avez tout à l'heure mentionné le film Les Tuches pour parler de la catégorisation sociale en forme en gag, sauf que ça m'a rappelé un peu le film RRR, si ça vous dit quelque chose. En fait, c'est du gag, et sauf que on parle d'une époque préhistorique. Et à cette époque-là, où c'était une classification plus ou moins sexiste, où c'était un peuple où on appelait tout le monde Paul. C'était Paul partout, que ce soit une femme ou que ce soit du genre masculin, un homme. Donc, en fait, c'est aussi par rapport à la construction spatio-temporelle, parce que faire du cinéma, faire du théâtre ou faire de la musique, c'est se reproduire soi-même, mais dans une autre perspective où comment on va l'apercevoir nous-mêmes et comment l'autre il va l'apercevoir. Donc le type de l'humour, en fait, il dépend de la perception de l'autre. Et pour commencer, c'est la perception de soi-même. Si on est vraiment convaincu de ce type d'humour qu'on essaye de transmettre, si on en est vraiment convaincu, le spectateur, il le sera lui-même. Donc voilà, c'est ma réflexion. Merci. Merci. Oui. Bonjour, alors j'ai une question. Est-ce que cette forme humoristique est encore actuelle? Est-ce que vous pensez qu'elle va persister? Est-ce que le gag comme moteur d'humour au cinéma moderne, est-ce qu'il va persister? Alors oui, je pense qu'il va continuer à persister parce que de toute manière, et c'est vraiment ce en quoi je crois et ce que j'ai voulu montrer aussi avec ma communication, c'est que le gag se construit toujours avec les capacités, les techniques, les puissances expressives de l'image cinématographique. Donc, il y aura toujours du gag dès lors qu'un artiste se saisira de la caméra et tentera justement de faire rire avec les capacités de l'art cinématographique qui sont propres à l'art cinématographique, au langage cinématographique. Donc oui, je pense que c'est une catégorie, une forme comique qui sera toujours viable dans longtemps même. Quelqu'un d'autre aimerait interagir? Sinon, on passe à la communication suivante. D'accord, on aura le temps de réfléchir un peu sur les gags au cinéma entre-temps. Alors, deuxième intervention, donc, avec Madame Dr Salma Derwish El-Kemel, qui est maître assistante donc, à l'Université de Tunis, à la Faculté des sciences humaines et sociales, et elle est docteur en psychologie clinique et psychopathologie. Et son intervention donc s'intitule « Humour, une coextimisation de l'intime ». Une coextimisation de l'intime, voilà, c'est une question plutôt.
Merci Alia, merci tout le monde. Je commence par l'idée déjà de comment est venue l'idée d'organiser ce colloque. L'idée d'organiser donc ce colloque sur l'humour, elle date de 2019, bien avant la survenue de la pandémie, il faut le dire. Donc l'idée est venue dans le but, donc l'objectif était de consacrer un espace-temps de réflexion et de partage qui a été motivé par un constat, celui que l'humour est très présent, surtout dans les climats les plus moroses, dans les situations les plus critiques de notre existence. Et ça date d'avant la pandémie, puisque de toute façon, nous vivons depuis, 10 ans, même plus, peut-être depuis notre naissance, des moments quand même assez difficiles. L'avènement de la pandémie, un peu plus tard, va encore une fois appuyer ce constat. Donc, il convient tout d'abord de dissocier l'humour du rire, car d'un côté, ce qui fait rire peut être dénué de tout humour, et d'un autre, l'humour peut ne pas faire rire, même s'il procure une sensation de plaisir, autant pour celui qui en fait usage que celui qui le reçoit. Le titre de ma communication, Humour, une coextimisation de l'intime, peut résonner comme un pléonasme, car le mot extimisation ou le mot extime inclut forcément l'intime et renvoie à l'extériorisation de fragments d'intimité. Mais comme, je ne sais pas si... c'est surtout pour marquer une certaine insistance. Je compte à travers cet exposé partager avec vous une réflexion sur le couple intime-extime et sur le rôle que peut jouer l'humour en tant qu'agent facilitateur d'extimisation, voire de coextimisation. Afin d'illustrer mon propos, je prendrai comme exemple l'humour dans la création théâtrale et plus précisément dans le théâtre tunisien. D'un point de vue psychanalytique, le jeu de mots, le mot d'esprit ou le mot spirituel sont des subterfuges de l'appareil psychique pour faire accéder des pensées inconscientes à la conscience. Ce que Freud a dit dans le mot d'esprit et ses rapports avec l'inconscient. Si j'ai à définir l'humour, je dirais que c'est un discours, une attitude ou un acte décalé, déplacé, face à une réalité ou une fatalité. Une manière habile et élégante d'esquiver et de ne pas se laisser déborder par l'affect, et ça va du trauma à la passion. Tout ce qui peut nous atteindre et nous emporter un peu dans un maelstrom affectif. Pointer du doigt où ça fait mal et en tirer un plaisir et une manière de tenter une maîtrise de l'affect pénible, de colmater parfois un moi blessé, lui restituer une intégrité narcissique, cette dimension de plaisir dans la douleur, ou plus exactement de plaisir arraché à la douleur par l'humour, fut singulièrement présente chez Freud, grand humoriste tout au long de sa vie. Déjà en 1921, âgé alors de 65 ans, Freud écrit à Ferenczi, le 13 mars, c'est connu, c'est une citation connue, le 13 mars de cette année, je suis entré brusquement dans la véritable vieillesse. Depuis, l'idée de la mort ne me quitte plus du tout, et parfois j'ai l'impression que 7 de mes organes se disputent l'honneur de mettre fin à ma vie. En mai 1933, Jones rapporte que Freud commente le feu de joie que les nazis font de ses livres. On sait qu'une grande partie des livres de Freud ont été brûlés par les nazis. Donc il dit, quel progrès nous faisons. Au Moyen-Âge, il m'aurait brûlé. À présent, il se contente de brûler mes livres. Donc l'humour de Freud est connu. C'est quelqu'un qui utilisait beaucoup l'humour, il faisait beaucoup usage d'humour dans ses écrits. Donc qualifié à juste titre par Freud comme la plus haute réalisation de défense, l'humour peut aussi être envisagé comme une forme de sublimation, compte tenu d'une part du processus de transformation que
que l'humour engage, j'allais dire encore une fois l'amour, ça n'arrête pas, que l'humour engage. Transformation de l'énergie liée à l'affect pénible en une source de plaisir, et d'autre part, de la fonction dégagement de moi, selon les termes de Daniel Lagache, que l'humour permet. Donc cette fonction justement de dégagement, que l'humour soit quand même une manière de dégager l'affect pénible, nous le rencontrons tous les jours, de toute façon, avec les personnes qui ont le plus, qui sont connues par leur humour. J'en compte pas mal dans la salle déjà. Donc voilà, comment transformer l'affect pénible avec humour, et ça donne de la légèreté à des situations tout à fait tragiques. Et par la même occasion, j'aimerais comme partager, c'est une anecdote. Mon fils, âgé alors de 10 ans, je le taquinais et il m'a dit écoute, finalement, je préfère Jessica. Je lui ai dit c'est qui Jessica? Il m'a dit l'autre mère, mon autre maman. Je lui ai dit mais comment elle est? Bon, je suis allée dans son jeu parce que je sais, il fait beaucoup d'humour. Il est vraiment dans l'humour, mon fils. Et donc, il m'a dit Jessica. Je lui ai dit comment elle est Jessica? Tu peux me la décrire? Il m'a dit alors elle a 1,80 m. Elle te ressemble, mais quand tu avais 20 ans, parce qu'il a... Hein? Non, elle te ressemble, elle est brune, elle te ressemble quand tu avais 20 ans, et puis elle ne vieillit pas. Voilà. Donc, vous pouvez un peu, la portée, en tout cas, comment on peut expliquer ce genre de déclaration. Voilà. Donc, c'est peut-être en ce moment, je suppose, à ce moment-là, il voyait un peu, parce qu'il y avait mes portraits un peu partout, il regardait, il se disait, bon, maman a vieilli, donc voilà, c'est des portraits qui datent de 20 ans, donc pour lui, bah oui, c'est l'idée de la mort aussi, c'est l'idée de plein de choses, l'angoisse de la mort pour les enfants, de perdre un de leurs parents, etc. Donc il l'a dit avec humour, ça m'a fait rire. Mais c'est un humour aussi qui porte un sens assez, quand même pas très sympathique. Bon, j'ai continué j'ai continué à lui dire alors je suis plus belle, non tu es très belle pour ton âge, c'est bon. Voilà. Ça va, donc c'est bon. Alors je continue. Donc la question que je poserai est la suivante: dans quelle mesure l'humour permet-il une extimisation? Alors, si je dois dire 2 mots sur le couple intime-extime, il est essentiel de définir tout d'abord le trio intime, extime et public. Il est d'usage de définir l'intime par rapport à ce qu'il ne l'est pas, c'est-à-dire le public. Le public est ce que l'on partage avec tout le monde. Le privé est ce qui est partagé avec quelques personnes. L'intime, en revanche, est ce que l'on ne partage avec personne ou alors avec une personne privilégiée dans l'intimité. Au-delà de cette définition de l'intime qui se rapporte au social et au relationnel, il est question de penser l'intime d'un point de vue psychanalytique, point d'ancrage de ma réflexion. L'intime serait donc ce qui demeure non encore élaboré, pas tout à fait saisi et donc non représenté. Bon, je reviendrai sur cette notion un peu plus loin dans mon exposé, mais venons-en à présent à l'extime. Habituellement proposé comme antonyme à l'intime, l'extime n'est au fait qu'une configuration de l'intime et même du plus intime en nous. J'explique. Tout d'abord, on doit ce néologisme à Albert Thibaudet, qui en 1923, dans un article qui s'intitule « Lettres et journaux », emploie pour la première fois ce mot qui désigne ce qui est tourné vers le dehors, en prise sur les événements extérieurs. On retrouve ce mot autrement sous la plume de Jacques Lacan dans Séminaire 7, puis celle de Serge Tisseron en 2002. Donc, ce dernier s'est emparé dans son article « L'intimité surexposée » de l'adjectif extime et du substantif extimité pour les redéfinir à la lumière d'une modernité
soucieuse d'exhiber l'intimité pour être validée par et dans le regard d'autrui, notamment dans les réseaux sociaux, comme on le sait. Pour ma part, je me référais à la définition de Jacques Lacan qui reflète, à mon sens, le propre de l'estime. L'estime, selon ce dernier, c'est un intime sorti de l'intériorité, un intime que le sujet espère trouver hors de lui, dans le champ de l'autre. C'est ce que l'on reconnaît comme le plus intérieur et familier dans l'extériorité et l'altérité. Ainsi, dans l'estime, il n'y a pas de délimitation entre une intériorité offerte à l'extérieur et une extériorité repliée, puisque de toute manière, l'intime est né de l'expérience de l'altérité et dans cette même expérience que nous le rencontrons. En cela, sa structure est finalement assez proche de l'inquiétante étrangeté freudienne. Ce sentiment d'inquiétante étrangeté que Freud a décrit dans un essai qui date de 1919 n'est autre que l'intime, que le retour de l'intime en nous. L'Unheimliche ou l'étrange familier, traduction de François Roustan, que je préfère à la traduction étrangeté, inquiétante étrangeté, c'est une traduction de Marie Bonaparte. Je pense que l'étrange familier est plus fidèle au nom Unheimliche, au terme plutôt Unheimliche. Donc n'est effectivement rien de nouveau ni étranger. Là, je reprends les paroles de Freud. Ni nouveau ni étranger, mais quelque chose de tout temps familier et qui n'a été rendu étranger que par le process du refoulement. Fin de citation. Donc, ce que je propose est une articulation donc, entre l'humour et l'extimisation, vue sous un angle aussi bien dynamique qu'utopique. Je vais donc exposer les soubassements de cette articulation. Au-delà du jeu de mots, des figures de style que le langage humoristique déploie, néologismes, oxymores, litotes et j'en passe, il y a quelque chose d'intime chez celui qui en fait usage, qui croiserait un espace intime chez le récepteur pour devenir extime. Ce qui fait signe de l'intimité chez le récepteur est le retour du réel dans le corps. Quand l'intime joué et déjoué fait écho dans notre intime à nous, donc nous pouvons nous rendre compte de cet effet tout d'abord dans l'humour de la vie quotidienne, mais surtout dans l'expression artistique, humoristique, particulièrement dans le théâtre satirique et ou tragique. Là où nous rions de ce que l'on reconnaît comme le plus intérieur et familier, mais aussi comme le plus pénible et affligeant. Là où l'humour mêle l'intime au social et très souvent au politique. Je supposerai donc l'existence d'un moment où ces deux intimes se rencontrent pour n'en faire qu'un, un espace-temps subjectif, immatériel, à mi-chemin entre l'intime de l'acteur et celui du spectateur, qui serait la configuration d'une rencontre entre deux individualités, voire deux subjectivités, voire plusieurs même, pas seulement deux, plusieurs. Donc, il résulte de la force suggestive de la performance, c'est-à-dire de la mise en exergue de cette intimité d'un côté et de son saisissement par un spectateur de l'autre côté. J'appellerai ce point de rencontre le coextime et le processus qui en est à l'origine la coextimisation. L'image qui illustre bien, à mon sens, la coextimisation nous vient de l'œuvre du coextime, nous vient de l'œuvre du chorégraphe et danseur Alain Buffard, intitulée à juste titre Intime, extime, mort et encore. Mort, M-O-R-E, qui veut dire encore en anglais, moi. Donc c'est un jeu de mots, on saisit un peu la portée de ce jeu de mots quand on connaît l'histoire d'Alain Buffard, qui découvre sa séropositivité au début des années 90, et il fait de l'identité, du corps, de la sexualité, de la maladie, les thèmes principaux de ses créations jusqu'à sa mort du sida en 2013. Alain Buffard fut un des représentants de la non-danse, courant avant-gardiste, plus sensible à la communication avec les arts visuels et le théâtre, qu'à la danse pure et dure. Il rompt avec les codes habituels de la danse et nous propulse dans
des dispositifs plastiques théâtraux, novateurs, avec un humour décapant, teinté de tragique. Cette œuvre intime-extime, que je vous invite à découvrir, montre comment on pousse les limites du corps en extension pour figurer ce qui circule entre l'intérieur et l'extérieur, une sorte de promesse d'ouverture sur ce qui est intime chez l'autre. S'engage un mouvement à double sens, donc entre l'individualité et la multiplicité, la fusion et la fragmentation, la forme et l'informe. La dialectique intime-extime y apparaît comme une affaire de corps, aussi 3 corps dénudés qui se partagent. Donc je vais vous montrer juste une image, mais il y a la vidéo sur YouTube. Donc 3 corps dénudés, je ne sais pas si... Oui, ça passe. Donc 3 corps dénudés qui se partagent une enveloppe qui passe de l'un à l'autre, suggérant une indifférenciation entre un sujet et l'autre, entre dedans et dehors. Donc Alain Buffard dit à ce propos, j'ai toujours considéré que le corps était déformable à souhait, non assujetti à une enveloppe donnée. Un autre corps peut le prolonger, faire naître une sorte de corps collectif. Un ballon gonflé au bout d'une main peut lui servir de poumon. Donc, fin de citation. Donc, je pense que c'est une bonne transition pour vous faire part de la deuxième partie de ma réflexion, à savoir le co-extime, sa place dans l'art et plus spécifiquement dans le théâtre. Une des caractéristiques donc, les plus fondamentales de l'art réside dans ce perpétuel désir d'offrir aux spectateurs les signes plus ou moins implicites de la plus stricte intimité, souvent couverte par le spectre fictionnel. C'est comme si cet acte de partage permet à l'artiste de rejouer l'intime afin d'en saisir les bribes signifiantes, cette part de l'intime qui échappe à toute représentation. Traduire cette intériorité en une performance artistique permet aussi bien à l'artiste qu'au public de saisir à deux un moment de profonde communion et paradoxalement de profonde aussi solitude. L'humour faciliterait dans une certaine mesure l'extimisation car il est jeu, plaisir et dérision. Pour revenir au théâtre, l'extimisation dans le théâtre est le fruit d'une réflexion, d'un travail d'écriture qui, performé par l'acteur, aboutit à une création. Donc, faire de l'humour un agent facilitateur de cette extimisation permet de donner du plaisir et une légèreté aux sujets les plus sérieux et les plus dramatiques. Il est plus facile de raconter la douleur, la frustration, l'oppression, en recourant au genre humoristique. On s'éloigne ainsi d'une définition simpliste de l'extime, le limitant à une complaisance narcissique exhibitionniste, un déballage de l'intime, qui n'a d'objectif que d'attirer le regard de l'autre dans une recherche éperdue d'une approbation, d'une délectation narcissique. Comme on le voit, de toute façon, on le voit partout maintenant. Un misérable petit tas de secrets, selon l'expression un peu moraliste d'André Malraux. Je n'y adhère pas trop, mais bon, c'est un peu ça aussi, hein, le déballage qu'on fait de certaines choses qui peut-être font partie de l'intime et ne sont pas forcément des choses à exposer. Donc une extrémisation qui serait caractéristique donc, des temps post-modernes et de l'hégémonie des réseaux sociaux. Afin d'illustrer cette dialectique intime-extime publique dans le théâtre, je me réfère, et je terminerai sur ça, au théâtre humoristique et satirique de l'avant-révolution. J'ouvre ici une petite parenthèse sur l'écriture de l'humour. L'humour écrit, donc c'est un humour pensé, réfléchi, élaboré, donc ce n'est pas comme l'humour spontané, qui donne, on a abordé cette question justement ce matin, qui donne à celui qui en fait usage une certaine maîtrise de ce qui est formulé dans un texte. L'auteur, donc, il joue des mots et en jouit, comme c'est le cas dans l'humour spontané,
parce qu'il y a aussi jouissance dans l'humour spontané, mais aussi dans l'humour écrit, à la différence il a un petit plus, donc il s'en délecte aussi par un jeu d'anticipation fantasmagorique de l'effet attendu sur le récepteur. Donc c'est réfléchi, c'est plus, on est dans la préméditation. Donc pour mettre, entre guillemets, il n'y a rien de criminel. Donc pour mettre les choses dans leur contexte, il faudrait repenser l'humour dans un climat politique et social différent. Celui de l'avant 14 janvier 2011, peut-être une grande partie de l'assistance était trop jeune. Donc celui de la répression, mais c'est bien de le rappeler, celui de la répression et de la tyrannie du pouvoir en place. La société tunisienne était régie, elle est toujours, par 3 tabous, la politique, la religion et la sexualité. Il faut dire qu'on n'est pas sorti de l'auberge, sauf que sur le plan politique, on arrive quand même à dire des choses. On n'est pas du tout dans le contexte actuel où l'humour envahit les réseaux sociaux virtuels et constitue une véritable abréaction discursive qui peut ironiser sur tout et n'importe qui. Dans la Tunisie d'avant-révolution, le discours sur le politique se bute au seuil de la sphère privée. C'est dangereux de parler politique, de penser politique. Je ne sais pas si vous avez des souvenirs, mais on chuchotait quand on évoquait un nom ou quelque chose qui parfois n'a rien à voir avec le politique, mais c'est cette peur qui habitait pas mal de gens, en tout cas. Moi, j'étais témoin de ça. Donc, dans pareil contexte, la création artistique et plus spécifiquement théâtrale était un moyen de franchir ces barrières en tentant un mouvement à contresens, en prenant l'intime et par extension le privé comme couverture pour passer des messages qui brisent des tabous politiques et sociaux. Utiliser un humour empreint de suggestivité aurait pour rôle de déjouer la censure à travers un texte polysémique qui offre en arrière-plan une satire sociale et politique. Plusieurs créations théâtrales ont marqué plus d'une génération. Elles furent et demeurent des œuvres de référence dans le théâtre tunisien, notamment les productions du Nouveau Théâtre, La Noce, L'Héritage, L'Instruction, Première Pluie, on en a parlé pendant le déjeuner, Rassel Tenoueder. Oui. Je parle de production artistique. Oui. Et aussi des productions de famille à production, donc justement les productions de famille à production, Comédia, Les Amoureux du Café Désert, Khamsoun, mais aussi de l'espace El Teatro, Mémoire d'un dinosaure, Contrix, Clémélie, Les Voleurs de Bagdad. Bon, toutes ces œuvres-là, ils avaient quand même... il y avait donc un arrière-plan, donc même s'il y a une histoire, il y a une fiction, il y avait derrière quand même une histoire plus qui touche au social et au politique. Je prends l'exemple de Clémélie, une pièce en plusieurs parties, représentée entre 1989 et 1997, un exemple phare du genre théâtral satirique. Alors Clémélie, donc un peu pour mettre un peu dans l'ambiance, Clémélie, espace scénique abstrait, décor minimaliste, lumière tamisée qui rendent possible la projection au sens psychanalytique du terme, la création donc d'un méta-discours, en l'occurrence un méta-humour, pour ceux qui connaissent la pièce en tout cas, en plusieurs parties, donc vont pouvoir visualiser tout ça. En apparence, donc le discours en apparence décousu et farfelu fait appel à quelque chose d'intériorisé, de presque intime pour chacun de nous autres spectateurs. Ce qui mettra en marche ce processus que j'ai appelé coextimisation. Donc, les exemples sont multiples, mais afin d'illustrer ce que je viens de dire, je reprends une petite séquence de Clémélie, Mamnou Atorme, interdiction de réfléchir, qui a été magistralement interprétée par Raouf Ben Amor. Donc c'est une traduction libre, je vous l'annonce. Donc même si traduire c'est un peu trahir, donc ici la traduction permet de mettre en relief le texte
et le zoomer, ce texte dont l'aspect tragique peut se noyer dans le jeu humoristique. C'est ça, l'intérêt de l'humour, c'est parfois de noyer le tragique, masquer un peu et donner de la légèreté. Voilà. Donc ce passage dont on saisit la portée politique et sociale parle de la faculté de penser, de réfléchir soi et le monde. Un moment d'intimité, certes, mais toujours habité par l'altérité. L'humour lui confère un caractère à la fois léger et saturé, joyeux et en même temps acerbe. Alors, Raouf Ben Amr, il dit « Je suis allé voir un médecin, il m'a ausculté, il m'a dit « Tu ne souffres absolument de rien. Tout ce dont tu souffres, c'est la réflexion. » La première chose que j'ai faite était d'arrêter de réfléchir à jeun. Ensuite, j'ai arrêté de réfléchir avant de dormir. Puis, j'ai arrêté de réfléchir quand j'allais aux toilettes. Du coup, j'ai commencé à sentir une grande jouissance. Et ainsi de suite, jusqu'au moment où j'ai arrêté complètement de réfléchir. Alors j'ai éprouvé un grand soulagement. Même mon patron a été compréhensif. Il m'a même averti. Si un jour je me rends compte que tu réfléchis, tu auras affaire à moi. On ne joue pas avec la santé. Non, il faut voir Raouf Ben Amr. Alors, on ne joue pas avec la santé. C'est parce que lui aussi a eu le même problème. Il a failli y passer. Tout ça, tout ça, parce qu'il réfléchissait, il a été sauvé par le sport. Vous vous rappelez du sport? Assez connu, le sport est un remède contre la réflexion, etc. Donc, j'ai pas pu, c'est juste un passage. Bon, comme vous pouvez le constater, ce texte ne nous laisse pas indifférents. Il parle de chacun de nous à cette époque, finalement, du moins de ce qu'on ressentait comme être pensant. Je ne parle pas d'autres personnes, hein. Je parle des gens qui réfléchissaient au moins. Donc, qui n'a pas senti au plus profond de lui-même cette injonction surmoïque et tyrannique de ne pas réfléchir pour pouvoir vivre sereinement et jouir d'une vie paisible sans tracas. C'était ça, première chose, je crois, au biberon, on vous dit, il ne faut pas réfléchir, il faut pas... Voilà. Pour conclure, je dirais que le caractère subversif, décalé, d'un genre d'humour permet d'aborder les sujets difficiles, voire tabous, avec légèreté. Confronter des situations aussi pénibles soient-elles, avec humour, témoigne d'une plasticité psychique. Dans le théâtre, le langage est articulé au corps, produisant une vérité qui excède toute représentation. Cette vérité, nous la ressentons parfois dans nos propres corps, comme un étrange familier. Espace de jeu et d'illusion, le théâtre se situe à la lisière de l'intérieur et de l'extérieur, de l'intime et du public, dans une zone d'intersubjectivité que j'appellerai le coexisme. Donc, face à une situation aliénante, l'humour va jouer un rôle important pour éviter un état de désespoir collectif. Ça, c'est pour finir sur une note d'espoir. Un catalyseur de la pensée créative, un détracteur de l'ennui. Dans les situations les plus incongrues, les plus oppressantes, l'humour donne l'impression de prendre le dessus sur la réalité et ne cesse de rappeler l'homme son inéluctable condition d'être mortel, mais le moi ressurgit, heureusement, grâce à cette défense qu'est l'humour, pour dire mourir peut attendre. Ça, c'est un clin d'œil au dernier James Bond. Mourir peut attendre. J'ai adoré le titre. Voilà. Merci beaucoup. Merci, Madame Derviche, pour votre intervention. C'est vrai que, oui, finalement, l'humour devient... produire de l'humour devient une question de survie, hein, pour certains, en tout cas pour moi, ça c'est clair. Hein. Pour les autres, je ne sais pas, mais c'est vrai, ça nous permet un peu d'avaler la pilule, si vous voulez, et puis voilà, en rire et y réfléchir aussi. Hein, ça ne nous
nous empêche pas de réfléchir aussi aux problèmes qu'on vit. Voilà, alors, qui voudrait poser des questions, échanger, interagir? Voilà. Oui, allez-y, madame. Merci, Salma, pour votre brillant exposé. Et vous m'avez fait rappeler les Clem Lille. On n'entend pas, Rim, on n'entend pas ce que tu dis. C'est bon? Oui. Ouais, là, c'est bon. Alors, je me suis rappelé de toutes les Clem Lille, merci. Je me suis rappelé des bons moments. Et ça m'a fait réfléchir à la production théâtrale tunisienne, avant la Révolution et après la Révolution. Alors, tu as donné des éléments de réponse, les 3 tabous. Peut-être que le tabou de la politique est tombé. Et est-ce que ça n'a pas fait... bon, c'est bien qu'il soit tombé, hein, je ne dis pas le contraire, mais par rapport à la production artistique théâtrale tunisienne, je pense que ça a enlevé quelque chose dans la qualité des productions. Khamsoun, elle était prémonitoire de la Révolution, et c'est peut-être grâce à Khamsoun qu'on a vécu ce qu'on a vécu. Mais je pense qu'actuellement, les productions artistiques sont en deçà de ce qu'elles étaient avant la Révolution. Oui. Restent les 2 autres tabous qui sont encore opérants. Je ne sais pas pourquoi les cinématographes, les dramaturges tunisiens ne s'attaquent pas à ces 2 tabous qui restent et qu'il faut démanteler. Par rapport au tabou de la sexualité, je pense qu'il est moins tabou qu'avant, mais ça ne se fait pas en public. Il n'y a pas de réunion de femmes où il n'y a pas de blagues salées. Il n'y a pas de réunion d'ados où il n'y a pas de blagues salées. Il n'y a pas de réunion d'hommes quand ils ne sont pas mélangés à leurs épouses, où il n'y a pas aussi un humour qui déconstruit le tabou de la sexualité. Donc pourquoi, dans nos productions artistiques actuelles, on ne s'attaque pas publiquement à ce tabou, hein? Et le grand tabou de la religion, hein, quand est-ce qu'on va oser y réfléchir? Oui. Je suis tout à fait d'accord. Donc, on est toujours confronté à ces 3 tabous. Peut-être il y en a un en moins, du moins en cours, on l'espère, hein, parce qu'on n'est jamais sûr de rien, parce que ça peut revenir. Donc là, bon, on jouit quand même d'une liberté d'expression qui est appréciable, disons. Mais les autres tabous, je pense qu'ils sont toujours là. Et faire de l'humour, t'en parles, blague salée, faire de l'humour sur la sexualité, par exemple, à propos de... c'est pas comme faire du théâtre. Ce n'est pas comme écrire. Ça n'a rien à voir. Parce que l'écriture, comme je viens de le dire, c'est quelque chose quand même de travailler, de penser, de réfléchir. Ça porte un message. Les blagues, on en a pas mal, des blagues sexistes qui dévalorisent la femme ou l'homme d'ailleurs. Et donc, c'est pas ce genre d'humour dont on a besoin, je pense. Ça, c'est fait pour rigoler entre copains, mais le travail sur l'humour doit être poussé plus loin que ça. Et voilà, faire l'objet de productions artistiques, théâtrales, danse. C'est-à-dire quand on voit comment on peut... le tabou du corps, déjà. La sexualité aussi, on ne peut pas parler de la sexualité sans parler du corps, la liberté de s'habiller, la liberté de se faire tatouer, c'est-à-dire la liberté personnelle. Est-ce qu'on est justement arrivé à ce stade où on se sent libre de nous? C'est-à-dire la liberté, on le sait, ça s'arrête quand on touche à la liberté de l'autre. Est-ce qu'on est libre justement même de penser? J'ai pas l'impression. Le tabou de la religion, c'est encore autre chose, parce que voilà, chacun a ses convictions, a ses croyances. C'est la liberté justement que chacun de nous croit ce qu'il veut, c'est-à-dire qu'il ait sa propre croyance, sans qu'il y ait derrière des personnes qui le rappellent à l'autre pour lui dire non, il faut choisir ce chemin et pas l'autre. Donc je pense qu'on est un peu loin de tout cela.
Et j'espère que ça va venir. Mais il faut de l'art pour ça, je pense, de la culture. Parce que sans culture, on n'y arrivera pas. Voilà. Merci beaucoup, Salma, pour cette intervention qui m'enrichit réellement, parce que ça me replonge un peu dans la psychanalyse, dans les références psychanalytiques que j'ai. Ça fait longtemps, en fait, je n'ai pas renoué en fait avec ces références. Et puis d'un autre côté aussi, merci pour la contextualisation de cette intervention. Et je rebondis sur ça pour reprendre l'intitulé du colloque, humour, contexte. Et je pose la question pour dire, est-ce que l'humour pourrait à la fois jouer le rôle de fonction, donc d'après ce que j'ai noté, donc pourrait être un processus de transformation en une source de plaisir, ou bien, en fait, il dépendrait du contexte. Et là, je pose la question, est-ce que l'humour pourrait être contextualisé et cette fonction pourrait changer d'un contexte culturel à un autre? Et là, j'ai en tête la caricature dans le journal danois, exact, enfin Charlie Hebdo, dans le journal satirique, exactement. Donc jusqu'à quel point on pourrait se permettre la mise en pratique de cette fonction, si c'est une fonction psychologique, et jusqu'à quel point le contexte culturel pourrait permettre à la fonction d'exercer en fait son rôle en tant que fonction psychologique. De toute façon, moi je pense personnellement que l'humour est très imprégné culturellement. De toute façon, on ne peut pas faire de l'humour, notre humour ne passe pas dans d'autres sociétés. Et de la même façon, un autre humour ne nous touche pas, dans d'autres pays ne nous touche pas directement. Donc l'humour, forcément, il est imprégné culturellement. Après, le contexte dans lequel ce matin on a débattu du sujet, Sémia, tu n'étais pas là. On a parlé de l'humour. Est-ce qu'on peut rire de tout? Est-ce qu'on peut faire de l'humour? Parce que rire, c'est pas l'humour, je viens d'expliquer. Mais est-ce qu'on peut faire usage de l'humour surtout avec n'importe qui, dans n'importe quelle situation, C'est une question. Bon, une question qu'on peut... Moi, personnellement, je pense que l'humour, du moment qu'il n'atteint pas la personne, c'est-à-dire qu'il ne se transforme pas en une agression, ce n'est pas forcément de l'ironie. On peut ironiser sur soi. Dans l'humour, il y a beaucoup d'autodérision aussi. Il y a beaucoup de gens qui font de l'humour, ils se critiquent, c'est de l'autodérision, ils se moquent d'eux-mêmes. Donc, du moment où on nuit pas à une personne, une personne physique, mais après, on parlait de caricature. Moi, je ne veux pas entrer dans ce sujet de caricature. J'ai mon propre point de vue qui pourrait ne pas intéresser beaucoup de gens. Mais moi, je suis pour la liberté dans l'art et dans l'expression artistique, quelle qu'elle soit. Voilà, juste pour résumer. Donc, il n'y a pas de limite dans le sens où on produit un travail artistique qui se respecte. Voilà. Enfin, un travail artistique, quel que soit le travail. On peut être d'accord ou pas d'accord, hein, c'est un point de vue. Mais je pense que l'art n'a pas de limite. La peinture n'a pas de limite. La danse n'a pas de limite. Le théâtre n'a pas de limite. Il ne devrait pas y avoir de limite dans l'art. Parce que c'est de l'art. Tout d'abord, c'est l'imagination. Il y a de l'imaginaire, il y a de l'imagination, il y a de la fiction, il y a des histoires, mais on ne peut pas censurer tout ce qui est artistique. Voilà, c'est tout. D'accord.
Ah, tu me poses la question, Rim? Vous posez la question. Ah. Même en achetant un journal. Oui, non, non, c'est pas la même chose parce que c'est comme l'affiche d'un film aussi. Oui. Non, c'est pas la même chose parce que le journal, ou en cliquant sur un journal électronique ou en prenant 2-3 journaux, les tabloïds les plus connus, hein, c'est connu. Hein, on achète par exemple Tunis Hebdo chaque semaine. Hein, on le fait parce que on veut rester informé, on veut voir ce qui se passe dans le pays. Donc, la nuance est là, c'est pas la même chose. Quand je vais voir un artiste, eh ben, je choisis d'aller le voir et c'est de sa liberté d'exprimer tout ce qu'il veut et je peux le critiquer ou ne pas le critiquer ou ne pas être d'accord avec ce qu'il dit, mais on reste dans un espace de réflexion. Oui. Alors que quand je subis une information, je n'ai pas... D'ailleurs, c'est une information. Je n'ai pas à la critiquer ou pas. C'est une information. Mais si c'est un avis, je peux prendre une lettre et écrire à l'éditeur et je peux avoir un droit de réponse, par exemple. Non, les contextes, justement, ne sont pas les mêmes. Tout est dans le contexte. Oui, oui, justement, je suis tout à fait d'accord. Moi, je ne parle pas d'une caricature par rapport à une autre. Je parle en général, de l'artistique en général. C'est-à-dire... Oui, on choisit d'aller voir un film et pas un autre, on choisit d'aller acheter un journal et pas un autre, parce qu'on est quand même, enfin, si on achète le Canard enchaîné, c'est qu'on aime bien regarder, enfin, on aime bien lire ça, vous voyez. Donc, après, c'est des choix. Et finalement, il y a aussi des informations qui nous tombent comme ça. On ne sait pas vraiment d'où ça vient. On ouvre la télé, on trouve des informations et ça nous tombe dessus et on n'a pas choisi non plus. C'est-à-dire si on va prendre comme critère le choix ou pas choix, là, on n'arrive pas à... Tu vois ce que je veux dire? Je peux rencontrer quelque chose qui ne me plaît pas, même esthétiquement, même artistiquement, qui ne me plaît pas. Mais ça reste personnel, ça ne me plaît pas. Mais ça c'est imposé à moi. Je ne l'ai pas choisi parce que je passais par une rue et voilà, ça m'a été imposé. Cela, bon, après, on peut discuter des goûts. Les goûts, ça ne se discute pas d'ailleurs. Dans l'art, il y a des gens qui n'aiment pas. Vous voyez? Moi, j'ai parlé de liberté. De liberté, de s'exprimer. Ce que tu exprimes ne m'intéresse pas. Et donc, je laisse tomber, ça ne m'intéresse pas. Ton histoire, ta blague ne me fait pas rire. En parlant de ces caricatures, ne me fait pas rire. Ça ne me fait pas rire et c'est hors contexte. Mais de là à vouloir censurer, voilà, s'attaquer à des personnes parce que, voilà, on a sorti... Donc voilà, il y a tout un... Mais je crois que c'est un sujet assez vaste. On sort un peu de notre débat, oui, mais ça peut être forme d'agression aussi. Hein. Pour peu qu'on passe dans la rue et on voit quelqu'un de tatoué ici et là, on va se sentir aussi agressé. Donc maintenant, la question aussi qui se pose, je subis ça, est-ce que j'ai le droit de le lui interdire? C'est ça, si on veut généraliser la même logique sur le fait de subir ou de choisir d'aller voir une œuvre artistique ou pas, ou de voir la une d'un journal. Donc le problème, je pense qu'il ne se situe pas sur le plan de subir ou pas, parce que l'art, un artiste, quand il écrit, ou il monte une pièce, ou il fait une caricature, il ne va pas se poser, il l'a fait parce que ça l'inspire. Maintenant, il ne va pas se poser des questions sur le degré d'acceptation des gens, d'autrui, de son œuvre. Donc je pense que les personnes qui n'acceptent pas une forme d'humour ou une œuvre artistique, c'est très subjectif. À eux de gérer, de s'interroger pourquoi ça les touche tant et qu'ils voudraient même interdire ou faire des polémiques, etc. autour de ça. Il y a une grande différence entre, par exemple, sur l'exemple, vous avez dit de la télévision, par exemple. Vous savez, à la télévision, il y a une instance régulatrice
qui ne mettra pas certains films, par exemple, en première partie de nuit. Pourquoi? Parce que c'est une heure de grande écoute où les enfants sont encore là. Oui. C'est-à-dire, on n'a pas censuré l'artiste qui a fait tel ou tel... Non, l'esprit... Ça se passe où? Partout dans le monde. Mais partout oui, dans le monde. mais à 18h, il y a des films interdits au moins de 12. Alors, à 16h, pour moi, ou à 18h, les enfants sont toujours là. Normalement, on ne passe pas des films interdits à moins de 12 ans à 18h. Bah oui. Normalement, on ne le fait pas. Ouais, c'est ça. Mais dans les pays qui se respectent, vous ne le verrez pas. Vous ne Mais le verrez non, pas. des pays. La France. Je ne vais pas m'attaquer. Non, je vais glisser dans un terrain mineux, là. Ça fait 2 fois que je me fais rappeler la parole. Sans interdire en que je me fais rafler la parole. Allez. Voilà, donc vous nous interdisez de penser, maintenant vous raflez la parole. Alors... Salma, merci beaucoup. Merci beaucoup parce que la communication a été, comment te dire, très inspirante, très stimulante. Alors, et au fur et à mesure, le débat. Et donc, je vais avoir peut-être différents paliers de commentaires. La communication d'abord. Dans un débat, disons, psychanalytico-psychanalytique, j'ai envie de dire, et je sais que c'est une notion à laquelle tu t'es pas mal intéressée en rapport avec l'art, à quel point l'affaire de l'angoisse de l'effondrement de Winnicott va venir compléter cette réflexion d'un effondrement justement qui n'a pas eu lieu, qui n'aura pas lieu, mais de crainte que ça ait lieu, et je me demande à quel point n'y est pas un espace où la genèse de l'humour est possible. Dans cette crainte perpétuelle, apocalyptique, mais qui n'advient pas. Et qui laisse cette marge substantielle à l'avènement d'un humour possible. Ça, c'était pour discuter directement avec ton texte. Le deuxième niveau qui va rejoindre celui du débat, c'est très bien l'extime selon Lacan, évidemment, c'est le premier à l'avoir repris dans le sens psychanalytique. Tu parles de Tisserand aussi, et je me disais à quel point il y aurait une plus-value, un supplément d'utilité à ce travail que d'aller vers l'extime selon Tisserand, à savoir que justement, et j'y pense doublement, en écoutant Rym dire voilà cette possibilité, en écoutant Rym parler d'un théâtre qui ne fait plus de l'humour comme il le faisait en temps de crise, en temps de dictature, et ne sait-on jamais à quel point ces moments crisiques politiquement et de dictature sont productifs justement en termes de production artistique. Et là, j'ai envie de solliciter tout de suite l'idée de Tisserand, selon laquelle justement il est allé regarder l'extimisation, si tu veux, en joignant son idée d'une intimité surexposée avec l'extime, avec ton idée de coextimisation que je trouve très pertinente. Et il faut revenir à l'histoire, comment Tisserand a travaillé. Il a travaillé devant Loft Story sur M6. Oui. Il était très impatient de voir ce que cette première télé-réalité française allait produire. Et il était scotché devant le fait qu'il y avait des mi-enfants, mi-ados, mi-adultes qui savaient autant faire l'amour un peu partout dans toutes les pièces de cette machin de loft à ciel ouvert avec une sexualité débridée. Et puis après, au bout du fil, en parlant à maman, qu'est-ce que tu me manques, maman? Donc voilà, il disait, je suis face à des êtres hybrides qu'on ne saurait dater ni âgé d'ailleurs, et voilà, c'est ces personnes-là qui l'ont amené à réfléchir, une intimité surexposée à la recherche des repères nouveaux dans le regard de l'autre parce qu'ils n'ont pas été assez intériorisés. Et là, donc quand j'entends Rym dire le niveau, vous allez m'en excuser, mais je n'arrive pas du tout à adhérer à cette idée de normaliser l'humour, comme s'il devait se présenter comme ci, comme ça. Par contre, je suis favorable à l'idée de convenir de catégories d'humour, à savoir que quand on fait de l'humour militant ou engagé, et ça c'est une catégorie, ça suppose que l'on transmette un message à la population et qu'on cible les contenus tabouisés dont tu parles et qu'on soulève tous, à savoir la sexualité, la religion, la politique. Mais là encore, j'irai, donc j'aime mieux après, comment tu as dit, ça ne devrait pas avoir de limite parce que quand on a,
Et il faut que ça échappe. Et il y a cet aspect d'art qui n'a pas de limite et que si on en convient, y compris nous, chercheurs en sciences humaines et sociales, devrions se faire avec la partie inédite qu'on n'attend pas nous non plus, avec notre esprit cartésien qui aimerait complètement conceptualiser l'humour et ses mécanismes, mais il faudrait à un certain moment crier de guerre lasse que finalement on n'arrivera pas et qu'on accepte cette marche qui nous échappe dans l'humour, parce que c'est le propre même. Donc voilà, j'avais surtout envie de dire, ne tombons pas dans ce biais de la facilité de catégoriser l'humour, de dire c'est moins bon, meilleur, à la tisserande d'ailleurs, parce que voilà, si on va se dire, cet humour n'est pas à un niveau d'engagement dans lequel on était, on échappe à de nouvelles formes d'humour. Donc je suis plutôt partisane de ne pas tomber dans ce biais de facilité et de rester dans une diversité. Il y a de nouvelles formes d'humour, y compris celles qu'on souhaite légères pour notre génération, qui ne portent pas un message fort, plein, mais qui vont faire rire, qui vont susciter aussi des réactions. On va dire aussi quand est-ce qu'on va faire tomber les tabous. Non, pas de sitôt, j'ai envie de dire, parce que quand ça sera tombé, on ne pourra plus du tout faire de l'humour dessus. Sans cette résistance politique, religieuse, comment voulez-vous qu'on fasse de l'humour si le tabou est tombé? Donc voilà, j'ouvre et j'élargis la question et je suis plus dans une perspective épistémologique que l'on accepte en tant que chercheur en sciences humaines et sociales, la diversité, l'avènement de nouvelles formes, de l'inédit. Pour finir avec le commentaire de Sémien, on dit souvent que le rire est universel, mais l'humour est culturel. Ça, c'est très connu, donc ça va dans le sens de ce que tout le monde disait. Et je me dis, non seulement avec l'avènement des réseaux sociaux, de toutes ces nouvelles technologies et de leurs effets sur nous, en plus d'une mondialisation qui ne nous demande plus d'autorisation pour atteindre tous les patelins de la Terre, nous n'avons guère d'autre choix que de faire avec des paradigmes de la diversité et de l'interculturalité. Donc comment est-ce que des humours culturellement teintés arrivent à communiquer aujourd'hui sur des réseaux sociaux et on voit là des problématiques nouvelles pour essayer de comprendre les nouvelles formes de l'humour. Voilà. Merci. Merci Mariam. Merci Mariam. Merci pour tes remarques. Juste par rapport à ce que tu disais sur le texte de Serge. Ouais. C'est moi qui décide. Mais elle est la présidente qui décide. Tu décideras après toi. Je plaisante. Mais moi aussi, bien sûr. Vas-y, bon, juste, voilà, madame la modératrice, elle est très stricte. C'est bien, c'est ce qui était demandé. Pas du tout. C'est ce qui était demandé. 15 minutes de plus. Ouais, de retard, c'est bien, de toute façon, de discuter. C'est intéressant, de toute façon, ce qu'on est en train de dire. Non, juste pour rebondir sur ce que tu as dit, Mariam, sur l'intimité surexposée de Serge Tisseron, je ne dénigre pas du tout le sens ou l'explication qu'il a donnée, voilà, la réinterprétation de l'extimité à la lumière, justement, de cette... de cette actuelle, enfin, ce qui est actuel, c'est-à-dire de cette virtualité, de ce monde virtuel qui devient, de toute façon, notre mode, ça fait partie de notre mode de vie. C'est pas du tout le but, juste je me réfère au sens que Lacan a donné au mot extimité. Je trouve, par ailleurs, que l'humour, il a sa place. De toute façon, tout humour a sa place. Et c'est pour ça qu'il y a le mot contexte. Parce que chaque contexte, il a son propre humour. On ne peut pas... et le fait, il n'y a pas de... On ne dénigre pas les productions maintenant humoristiques. Loin de nous, je pense, cette idée. Il y a un public pour ce genre d'humour qu'on voit au théâtre et qui fait salle comble. Et par contre, dans d'autres salles, où l'humour, soi-disant, le théâtre élitiste, les productions élitistes, où il n'y a pas beaucoup de gens, etc. Mais c'est bien, parce que aussi, il y a un humour que monsieur tout le monde comprend, il y a un humour que d'autres personnes comprennent, donc il y en a pour tout le monde, je pense. Et tous les contextes sont... sont pour faire de l'humour, on peut le faire dans différents contextes, que ce soit dans un contexte qui est plutôt un contexte
théâtrale ou bien artistique, ou bien, de toute façon, dans les discussions Facebook, on en voit aussi sur les réseaux sociaux, les mèmes, les trucs qu'on voit, les caricatures qu'on diffuse, et puis les statuts, on en rigole. On va pas dire que c'est pas de l'humour, et parfois c'est de l'humour pinçant, c'est de l'humour qui a du sens, qui est profond. Donc, et ça sort de la bouche de la personne, d'une personne lambda, quoi. C'est pas, ça sort pas de la bouche d'un philosophe, je veux dire. Donc, non, il n'y a pas d'humour de bon. Si c'est ce que tu voulais dire, il n'y a pas d'humour bas de gamme, si j'ose dire, et un humour évolué. Vous voyez, oui. Un peu, c'est un sujet assez complexe, et j'espère que d'ici demain, on arrivera peut-être à toucher, même si quelques éléments qui n'ont pas été abordés aujourd'hui, j'espère qu'ils seront abordés demain ou l'après-midi. De toute façon, on passe aux séances parallèles. Le débat devient de plus en plus passionnant, mais bon, on pourra continuer à en parler autour d'un... Célia? Oui. Oui, bien sûr. Micro, s'il vous plaît. Je vais essayer de ne pas être lent. Depuis le matin, beaucoup d'interventions intéressantes. Le débat a été intéressant depuis la matinée. Je vais commencer par dire cet adage tunisien, cette expression tunisienne. Je pense que la situation tunisienne depuis la Révolution a fait que الهم كثر برشا ولينا نضحكوا برشا. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard, j'en ai parlé ce matin, Seisrouk à la radio, c'était vraiment un succès énorme à l'époque. Et je me rappelle, il y avait des étudiants qui ont choisi d'étudier, de faire leur mémoire, surtout Carthage Dermish, des mémoires de fin d'études sur le contenu, analyse du contenu de Seisrouk et les personnages. C'est extraordinaire. Et les messages. C'était des critiques, plein de critiques. Et ça nous faisait rire aux éclats. Plus maintenant, comme si la mission est accomplie. Regardez maintenant ce que nous voyons tous les soirs à la télé, pour ceux qui ont la télé tunisienne. On préfère voir et revoir Cheikh Haifa. On préfère voir et revoir Sbouay. On ne s'en lasse jamais. On préfère les voir dans leur gesticulation burlesque, etc. Ça nous fait rire pour la énième fois. Et on ne veut pas voir des choses qui nous tuent, déprimantes. Quand on voit les infos, quand on voit les agressions, quand on voit ces accidents, cette personne qui a agressé son enseignant, peut-être qu'elle fait partie de ce tiers rime qui ne sait pas plaisanter, qui n'arrive pas à plaisanter. La communication de Jihan Marabt ce matin. Je proposerai peut-être comme test projectif supplémentaire d'inviter l'enfant ou l'adolescent ou l'adulte devant nous à avancer une blague s'il se rappelle d'une plaisanterie. Ou alors lui présenter une plaisanterie et tester sa réaction. Ça, le degré de résonance. Est-ce que ça résonne en lui, ça le traverse, et comment? S'il est hermétique, figé, rigide, nous avons déjà un profil. Et cela nous aide, ça peut être un indice clinique pour tester ces gens-là. Et pour savoir comment les orienter aussi au niveau des thérapies. Une question très intéressante ce matin sur l'utilisation du TAT. Le TAT, une question adressée à Jihan Marabt d'ailleurs. Eh bien, dans mon expérience, au niveau du TAT, la planche 16 du TAT, qui est la dernière planche, qui est la planche vide, blanche, on invite le sujet à inventer cette fois une histoire à lui. Je vous assure que j'ai reçu à plusieurs reprises
une histoire sous forme de nokta, plaisanterie, un gag, une plaisanterie, quoi, etc., etc. C'est significatif. Pourquoi cette planche-là précisément? Je pense qu'il faut être très averti par rapport à tous ces éléments-là. Et voilà, il y a tellement de choses à dire, hein, vraiment. Tout à fait. Il y a tellement de choses à dire et le débat devient de plus en plus intéressant à mesure qu'on avance dans le colloque. Donc là, je vous invite maintenant donc, un quart d'heure voilà, ça va être rapide. 10 minutes de pause. Et je vous annonce déjà qu'il y aura 2 ateliers parallèles. Un en premier et un ici. Je ne connais pas tellement les... Alors, il y aura juste les participants en présentiel en haut, voilà, et à distance seront en bas, parce que le matériel est en bas. Voilà, dans cette même salle, à distance. Donc, les intervenants à distance. Je connais, il faut que je... Le modérateur